Bienvenue à toutes. Merci d'être venues à cette deuxième soirée en présentiel qu'on organise chez Omena. La première, c'est il y a quelques mois, je reconnais quelques têtes qui étaient déjà venues. On avait fait une soirée avec une comédienne qui avait fait un sketch humoristique sur la ménopause. C'est pas celui qui se donne en ce moment à Paris, c'était un autre, mais ça avait plutôt bien fonctionné, les blagues sur les variations hormonales et les symptômes imprévisibles. Là, on a décidé pour ce soir de faire un événement un peu plus centré autour de la médecine, parce qu'on s'est dit que c'était aussi important, que les femmes manquaient d'informations fiables sur comment gérer leurs symptômes, quels sont les traitements, etc. Et donc, je suis ravie de vous présenter le docteur Brigitte Letombe, gynécologue médicale, qui travaille avec nous depuis le lancement d'Omena et qui a quasiment dédié sa carrière au sujet de la ménopause. Pas seulement, mais enfin, tu es une des médecins les plus engagés sur le sujet. Je vais vous dire un peu d'où je viens. Hein, voilà, je te laisse te présenter. Voilà. Alors, je suis gynécologue médicale. Vous savez qu'il y a une spécificité française qui est cette gynécologie médicale. Vous avez une notion un petit peu? Pas du tout. Pas du tout. La gynécologie médicale sont des gynécologues qui suivent les femmes de la puberté à la mort, mais qui ne font pas de chirurgie et qui n'accouchent pas les femmes. C'est vraiment une spécificité totalement française. Ça n'existe pas ailleurs. Autour de nous, il n'y a pas de gynécologues médicaux. Partout ailleurs, dans tous les pays, vous avez des gynéco-obstétriciens. Et c'est vrai que les gynéco-obstétriciens font des choix. Ils font un choix soit de faire du médical, soit de faire du chirurgical, soit de l'obstétrical. En France, dans les années 70, il y a eu ce courant de gynécologie médicale qui a pris beaucoup d'ampleur parce qu'on utilisait beaucoup de traitements progestatifs, beaucoup plus que dans les autres pays. Et donc, par exemple, on opère beaucoup moins les femmes pour les problèmes de ménorragie, les problèmes de fibrome. En France, vous n'avez que 14% des femmes qui ont une hystérectomie aujourd'hui, ça a peut-être changé, tandis que dans les pays anglo-saxons, il y a à peu près une femme sur deux qui n'a plus d'utérus quand elle arrive à la ménopause. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la différence de prise en charge des femmes chez nous, du fait de cette gynécologie médicale. Et cette gynécologie médicale a disparu, la formation a disparu en 86 puisqu'il y a eu une européanisation, on ne pouvait plus garder les certificats, c'était pas une formation universitaire. Donc cette formation s'est arrêtée en 86 et on s'est battu pour que cette gynécologie médicale réapparaisse et qu'il y ait des universitaires de gynécologie médicale, ce qu'on a obtenu et qui est réapparu dans les années 2000. Donc vous avez de nouveau des gynécologues médicaux qui maintenant s'installent en ville, mais qui sont d'une génération différente, qui sont plus jeunes, puisqu'elles ont été formées à partir de 2005, elles sont sorties en 2010 à peu près. Donc depuis 2010, vous avez de nouveau des gynécologues médicaux qui s'installent en ville. Mais il y a un gros manque, puisqu'on était à peu près 2000, et qu'aujourd'hui, il y a en France 500 gynécologues médicaux. Donc il y a de la gynécologie obstétrique, et c'est vrai que de plus en plus, cette gynécologie obstétrique, elle s'est féminisée, et que beaucoup de femmes gynéco-obstétriciennes, très vite, quittent l'obstétrique et la chirurgie pour faire de la gynécologie médicale. Voilà. Donc il y a quand même un tissu gynécologique, mais qui a quand même beaucoup diminué. Et c'est vrai qu'on a besoin des médecins généralistes et des sages-femmes pour faire du suivi physiologique, c'est-à-dire tout ce qui est dépistage, contraception simple, information à la vie affective et sexuelle, tout ça c'est important que les sages-femmes puissent le faire. Par contre, la ménopause c'est quand même, alors c'est pas une pathologie, c'est physiologique, mais quand même, moi on me reproche beaucoup quand je parle, parce que je vais vous parler du traitement hormonal de ménopause, on me reproche de pathologiser quelque chose qui est physiologique, puisque je propose un traitement. Et si je propose un traitement, je vais vous donner pour toutes les raisons pour lesquelles il faudrait, pour certaines femmes, proposer un traitement et d'autres pas. Donc je disais que la ménopause, c'est quand même quelque chose qui, à mon sens, est médical. Alors, médical, pour moi, le bilan, c'est-à-dire que ce bilan entre 45 et 55 ans nécessite vraiment des connaissances médicales, parce qu'on ne s'intéresse pas que à ce qui est gynécologique et mammaire. On s'intéresse au cardiovasculaire, à l'osseux, au neurocognitif, donc il faut une formation de base vraiment médicale. Par contre, pour tout ce qui est suivi gynécologique, ça peut être une sage-femme, un médecin généraliste, à partir du moment où quand on a fait ce bilan de base et qu'on n'a pas trouvé de pathologie particulière nécessitant un suivi ou des thérapeutiques particulières, le suivi peut après être fait par les sages-femmes ou les médecins généralistes.
ça c'était pour vous dire que j'étais gynécologue médicale. Et je fais beaucoup de ménopause depuis toujours. J'ai eu un parcours où j'ai fait de l'assistance médicale à la procréation, j'ai fait des avortements, enfin tout ça. Mais maintenant, ça fait bien 15-20 ans que je fais essentiellement la prise en charge de ménopause à cause de ce tissu médical qui s'est raréfié et les femmes n'ont plus accès à des gynécologues qui prennent en charge cette ménopause, puisque beaucoup de jeunes gynécologues, ça ne les intéresse pas trop, et puis comme elles ne sont pas nombreuses, elles sont débordées par la prise en charge de femmes plus jeunes, notamment l'assistance médicale à la procréation, et donc comme elles sont débordées, elles ne s'intéressent pas trop à la ménopause, et c'est pour ça que vous avez sans doute un petit peu de mal à trouver des gynécologues qui soient intéressés par le sujet. Il y a eu cette raison-là, en France, donc le tissu médical qui s'est appauvri. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui s'est passé avec l'étude américaine, la WHI. Hein, je pense que vous avez tout entendu un tout petit peu parler de ça, mais je vais développer si vous voulez. Cette étude américaine dans les années 2000, la parution c'était 2002, ça a été un tsunami parce que on avait depuis les années 60-70 la possibilité de prescrire un traitement hormonal aux femmes. On l'avait même appelé à tort la fontaine de jouvence des femmes, c'est-à-dire que les femmes ne vieilliraient plus puisqu'on avait cette molécule, les œstrogènes, c'est parfait. Elles restent très jeunes, il n'y a pas de souci. On s'est très vite rendu compte qu'on ne pouvait pas donner de l'œstrogène comme ça à des femmes au-dessus de 50 ans sans éventuels effets secondaires délétères. Et l'étude américaine WHI a été vraiment un tsunami parce que ça a vraiment cassé complètement la prise en charge des femmes avec le traitement hormonal de ménopause. Partout dans le monde entier, cette étude a vraiment fait tache d'huile, et dans le monde entier, les professionnels se sont posés des questions, et les femmes se sont posées des questions, les médias ont vraiment fait des gros titres du traitement hormonal qui tuait les femmes, et on a beaucoup de mal à revenir sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Même si l'on sait, et d'ailleurs on est tout à fait d'actualité aujourd'hui quand on vient parler du traitement hormonal de ménopause, puisque le 18 octobre c'est la journée de la ménopause internationale. Vendredi. Voilà, c'est une journée qui a été instaurée par la Société internationale de ménopause en 2009. Tous les ans il y a un thème spécifique qui est choisi pour cette journée de la ménopause. L'année dernière, c'était le brouillard cérébral. L'année d'avant, c'était les maladies chroniques. L'année d'avant, c'était l'ostéoporose. Avant, c'était l'obésité. Donc, tous les ans, il y a un thème. Et le thème de cette année, c'est justement la place du traitement hormonal de ménopause. Parce que partout, dans le monde entier, les femmes sont insuffisamment informées et insuffisamment traitées. Donc, il y a vraiment une demande sur le plan international à ce que les professionnels, tout professionnel de santé s'intéresse au sujet de la ménopause, fasse de la formation pour les plus jeunes et surtout informe les femmes. Voilà. Et donc, je fais partie de la Société nationale de ménopause qui s'appelle le GEMVI, groupe d'études de la ménopause et du vieillissement hormonal, qui a un site www.gemvi.org. Sur le site, vous avez une petite... Alors, c'est un site professionnel essentiellement, mais vous avez une partie qui est ouverte au grand public et surtout vous avez deux informations importantes, la brochure d'information sur le traitement hormonal de la ménopause et la brochure d'information sur l'insuffisance ovarienne prématurée, c'est-à-dire ces ménopauses qui surviennent avant 40 ans, où là on parle de traitement hormonal de substitution, c'est-à-dire que toute femme doit avoir une imprégnation œstrogénique au moins jusqu'à l'âge de la ménopause, c'est-à-dire 51 ans. Donc une femme qui n'a plus d'imprégnation hormonale avant 40 ans, elle a des risques cardiovasculaires, elle a des risques neurocognitifs et des risques osseux, donc elle doit absolument se traiter. Donc c'est une information qui est quand même différente dans les deux cas. Voilà. Est-ce que tu veux expliquer du coup pourquoi la WHI avait dit que... Alors on va faire la WHI comme ça, vous saurez de quoi on parle et moi, pourquoi, ça a fait tant de mal. En fait, on avait donc ces œstrogènes et on disait que c'était la fontaine de jouvence des femmes et surtout on savait que ça protégeait les femmes sur le plan cardiovasculaire. Alors il faut que vous compreniez qu'il y a deux types d'études scientifiques. Il y a les études observationnelles. Les études observationnelles, on suit les femmes en fonction de leur traitement, de ce qui leur arrive et on dit, bah voilà, on a surveillé des femmes pendant autant de temps. On a vu que celles qui avaient un traitement, elles avaient moins de pathologie, moins de ceci et au contraire plus de ceci, plus de cela. Donc les études observationnelles nous avaient bien montré,
Et on a des méta-analyses. Les méta-analyses, on prend toutes les études qui ont travaillé sur le même sujet, on fait un gros truc, on secoue, on regarde, et la méta-analyse mettait en évidence, toujours, que en fait, quand on donnait un traitement œstrogénique aux femmes en début de ménopause, pendant les premières années, on diminuait non seulement le risque osseux, ça on le connaît depuis toujours, mais surtout on diminuait les risques cardiovasculaires. Et donc les Américains se sont dit, puisque les femmes meurent essentiellement des pathologies cardiovasculaires, hein, vous avez une idée un petit peu du pourcentage des pathologies cardiovasculaires qui tuent au niveau pour les femmes? Vous diriez combien comme pourcentage? Par rapport au cancer du sein, par exemple. Qu'est-ce qui tue les femmes pour vous? Ouais, à combien? Quel pourcentage? 32, 60. la première cause de mortalité. Ouais, c'est ça. Mais des hommes et des femmes, là. Oui, oui, mais chez les femmes, c'est important. Et aux États-Unis, c'est 45%. Alors, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a une obésité, il y a l'hypertension, il y a l'hypercholestérolémie, le diabète, il y a tout ça. C'est vrai qu'elles ont une mauvaise hygiène de vie encore plus marquée que chez nous. Donc 45%, c'est énorme. Et donc ils se sont dit, puisque les œstrogènes c'est bon, on va faire une grosse étude. Et là, ils ont beaucoup de moyens. Hein. Les Américains, quand ils font beaucoup de moyens. Donc ils ont voulu faire une étude avec 8000 femmes d'un côté, 8000 femmes de l'autre. 8000 femmes à qui on va donner le traitement américain. Le traitement américain, c'est des œstrogènes conjugués à partir d'urine de jument. Et c'est un progestatif de synthèse, le MPA, qu'on n'utilise pas chez nous parce qu'il n'est pas bon sur le plan métabolique. Mais eux, ça c'est leur traitement. Et aux autres, on va donner un placebo. Et puis on va regarder ce qui se passe. Mais pour pouvoir faire des études randomisées, ça c'est une étude randomisée, hein, c'est le gold standard des études scientifiques. Quand vous voulez faire une étude randomisée, évidemment s'il y a des symptômes, ça ne marche pas. Si la femme est en début de ménopause, qu'elle a des bouffées de chaleur, elle va très vite savoir si on lui donne un traitement efficace, le médecin va le savoir, la femme va le savoir. Si on lui donne le placebo, elle va dire que ça ne change rien. Donc, c'est pas possible. On ne peut pas faire une étude randomisée si on sait ce qu'on donne. Il ne faut pas qu'on sache, ni le médecin, ni la patiente. Donc, ils se sont dit, bon, on va prendre des femmes qui n'ont pas de troubles. Et les femmes qui n'ont pas de troubles, ce sont des femmes âgées. Ce sont des femmes qui sont loin de la ménopause. Puisque 80% des femmes ont des symptômes en début de ménopause. Pas toujours majeurs, ils ne durent pas toujours longtemps, mais 80% des femmes. Donc ils avaient très peu de femmes entre 50 et 60 ans, très peu. Et essentiellement des femmes entre 60 et 70 ans, et même 20% de femmes de plus de 70 ans. 20% de femmes, vous voyez, plus de 70 ans, 20 ans de ménopause. Et là, ils ont donné du normodosé, pas les petites doses, hein, une vraie dose, par voie orale, et on sait que les œstrogènes par voie orale, vous le savez, pour la pilule, mais pour le traitement de ménopause, ça augmente les phlébites, les embolies. Et ils ont donné ce progestatif. Et au bout de 5 ans, ils ont tout arrêté parce que, alors qu'ils voulaient diminuer les AVC, les embolies pulmonaires et les infarctus, ils ont créé des accidents. Parce que ces femmes avaient déjà de l'athéromatose, puisqu'elles avaient plus de 10 ans d'absence d'œstrogène. Je vous ai dit, ça protège les œstrogènes. Mais quand on n'en a plus, justement, on fait de l'athéromatose, donc des plaques au niveau des artères. Et quand ils ont donné ces traitements par voie orale normodosée, ils ont décollé les plaques. Et elles ont fait des accidents. Et donc ça a été terrible parce que nous, on ne connaissait pas exactement comment était faite l'étude, mais on a eu des publications, voilà, 16 000 femmes prises en charge, et puis on augmente. Et alors là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous aussi, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas ça, nous, dans notre patientèle, on n'avait jamais vu ça. On a même fait une étude française. Moi, j'étais présidente de la fédération des collèges à ce moment-là. On a fait une étude en France qui s'appelait Mission. C'est-à-dire qu'on a demandé à tous les gynécos de prendre 2 patientes anonymes. On choisissait avec leur nom. On disait les femmes qui commencent par P, les femmes qui commencent... Et on prenait chacun 2 patientes par semaine. Et on regardait si vraiment ces patientes-là, on les avait traitées, pas traitées. Et on n'avait pas ça du tout. Nous, on avait une diminution des pathologies cardiovasculaires, on n'avait même pas d'augmentation de risque de cancer du sein, on n'avait rien de tout ça. Mais bon, ça a fait vraiment les gros titres et ça a fait peur à tout le monde. Donc on a tout arrêté. Jusqu'à ce que, 4 ans plus tard, ils nous donnent vraiment ce qui s'était passé. Donc ils nous ont donné les résultats pour les femmes entre 50 et 60 ans, les résultats pour les femmes entre 60 et 70 ans et les femmes au-dessus de 70 ans. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu que les femmes qui avaient été traitées en début de ménopause, elles n'avaient pas d'augmentation des risques cardiovasculaires et de la mortalité. Au
contraire, et que les autres avaient une augmentation. Donc, vous voyez, déjà 4 ans plus tard, en 2006, on le savait. Moi, je me suis dit, en 2006, ça y est, on est sauvés. Mais pas du tout, pas du tout. On n'est toujours pas revenu et on a continué à faire des études, d'autres études, pour montrer, par exemple, qu'au niveau des carotides, on ne voyait pas d'augmentation du risque. On donnait un traitement, par exemple, chez les femmes avant 6 ans ou après 10 ans. Donc, on a fait plein d'études, encore pas des randomisées, mais toujours plein d'études qui nous ont montré que les oestrogènes, c'est bon pour les femmes en début de ménopause. On est aujourd'hui 20 ans après. Ces femmes, elles sont toujours suivies. La morbimortalité des femmes qui ont été traitées entre 50 et 60 ans est toujours diminuée par rapport à celles qui n'ont pas été traitées. Donc c'est la preuve par 9. On a dû mettre 20 ans pour prouver que ce qu'on savait déjà, c'est que les oestrogènes, c'est bon pour les artères. Donc vous voyez le retard qu'on a eu. Pourquoi du coup tout le monde croit que ça augmente le risque du cancer du sein? Ah mais ça c'est autre chose. Je n'ai pas parlé du cancer du sein. Pour ce qui est du cancer du sein, parce qu'il y a eu des résultats, alors il y a eu des résultats sur les accidents cardiovasculaires qui étaient dramatiques, il y a eu des résultats sur le risque osseux qui étaient au contraire très positifs. Ces patientes-là, ce pas des patientes qui étaient à risque osseux, c'était des patientes qui n'étaient pas vraiment ostéoporotiques, au contraire, hein, plutôt bien sur le plan osseux. Ben, en fait, même chez ces patientes-là, le fait d'avoir donné un traitement hormonal diminue de 40% le risque fracturaire. Donc vous voyez que c'est le premier traitement de prévention primaire antifracturaire. Il n'y a pas d'autre traitement qui a montré ça. Hein. Tous les autres traitements, les traitements spécifiques de l'os, ce sont des traitements qui ont été utilisés chez des femmes fracturées. Mais ce n'est pas des traitements qu'on donne en prévention. Donc ça, c'était très positif. Après, évidemment, au niveau du risque de cancer du sein, il y a une petite augmentation du risque de cancer du sein. On le savait déjà, puisqu'on avait une méta-analyse de 97 qui nous l'avait montré. On a un risque relatif à 1,3. Ça vous dit quelque chose, les risques relatifs? Nous avons tous un risque relatif de 1 par rapport à certaines pathologies. Si on vous donne un traitement qui diminue votre risque, il ne sera plus à 1, votre risque. Si ça diminue 30%, il sera à 0,7. Si j'augmente votre risque personnel de 30%, il sera à 1,3. Donc 1,3, c'est ça. Ça veut dire que ça augmente votre risque personnel d'une part de 30%, ce qui n'est pas beaucoup. En fait, on dit toujours en médecine qu'on est sûr du lien de cause à effet quand on a un risque relatif au moins à 2. Maintenant, le A3, il existe. Le A3, on le connaissait. Par contre, ce A3, c'est pas grand-chose. Et c'est avec le traitement à l'américaine. Donc avec ce progestatif de synthèse, de plus en plus, on incrimine le progestatif de synthèse. Il y a quelque chose d'assez simple aussi, c'est que dans cette étude WHI, il y avait des femmes qui n'avaient plus d'utérus. Je vous ai dit, il y en a 40% déjà qui n'ont plus d'utérus à la ménopause. Donc ces femmes-là, quand elles n'ont plus d'utérus, on ne leur donne pas de progestatif. Elles n'ont que des œstrogènes. Les œstrogènes ne nécessitent l'adjonction d'un progestatif que quand vous avez un utérus. Donc il y a quand même une partie des femmes qui n'avaient que des œstrogènes, pas de progestatif. Et ces femmes-là, quand on regarde au niveau du risque de cancer du sein, elles ont moins de cancer du sein que celles qui avaient un placebo. Et on est 20 ans plus tard, on a toujours moins de cancer du sein que celles qui avaient un placebo. Donc c'est pas si simple que ça que de relier le traitement œstrogénique au cancer du sein. C'est plus compliqué que ça et c'est sans doute beaucoup plus lié au progestatif de synthèse qu'aux œstrogènes. Mais c'est quand même encore flou tout ça. Hein. Je ne peux pas vous dire, il n'y a aucun lien entre le traitement hormonal et le risque de cancer du sein. Sur 1,3, il existe, c'est pas grand-chose, c'est 1,3. En France, quand on utilise, nous, le traitement à la française, c'est-à-dire des hormones bioidentiques, en France, vous savez, on n'utilise que de l'œstradiol et de la progestérone ou de la rétroprogestérone, c'est-à-dire exactement ce que vos ovaires sécrétaient avant votre ménopause. Donc avec ce traitement-là, les études européennes et françaises que l'on a, on a une petite différence à partir de 8 ans. Petite différence, 1,2, à partir de 8 ans de traitement. Alors ça, c'est toujours difficile, mais 1,2, c'est vraiment pas grand-chose quand vous comparez le fait que la mortalité des femmes n'est pas du tout du cancer du sein. Vous connaissez la mortalité due au cancer du sein chez les femmes? 4%. Le cancer du sein est très fréquent, mais alors je ne dis pas qu'il ne tue pas, évidemment qu'il y a des femmes que vous avez rencontrées et qui peut-être sont mortes d'un cancer du sein, mais c'est 4%. Parce que si la fréquence a terriblement augmenté, aujourd'hui ça touche une femme sur 8, il
y a 40 ans, quand j'ai commencé à gynéco, c'était une femme sur 14. Alors qu'il y a moins de femmes qu'avant qui prennent un traitement hormonal. Alors, ça je vais te dire justement. Quand je dis une femme sur connais 14... déjà tout son speech. Ouais, Je spoil un peu. non, mais vous imaginez une femme sur 14 il y a 40 ans, une femme sur 8 aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le traitement hormonal. Hein. Rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 61 000 cas de cancer du sein. Vous savez en parallèle ce qu'on a comme cancer? Cancer de prostate. 61 000 cas. Cancer hormonodépendant, on est d'accord. Cancer de thyroïde, ça augmente. Tous les cancers hormonodépendants augmentent. C'est pas du fait du traitement hormonal et de la pilule, ces messieurs ne prennent pas de traitement hormonal. Est-ce qu'on fait un lien entre la testostérone éventuellement qu'on donne aux hommes et le cancer de prostate? Non. Donc il faut arrêter de faire le lien entre traitement hormonal et cancer du sein. Ce cancer du sein, il est très fréquent. Il faut absolument, et c'est bien Octobre Rose qui nous rappelle qu'il faut se faire examiner, qu'il faut faire des mammographies, parce qu'on n'a pas de moyen d'empêcher un cancer du sein aujourd'hui. Ce que l'on peut faire, c'est le dépister le plus tôt. Et quand on dépiste tôt, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui n'est pas encore palpable, ou qui même fait 2 cm, vous avez 90% de succès, de guérison. C'est pas du 100%, mais quand même. Et donc, le traitement hormonal qu'on a arrêté, puisqu'il y a 20 ans, on traitait, et je pense que c'était bien ce qu'on faisait, j'espère qu'on va y revenir, on traitait 35% des femmes ménopausées. Il ne faut pas traiter tout le monde, hein, mais ces 35%-là, je pense qu'on était bon. Vous savez combien on traite aujourd'hui de femmes? 6. Enfin, 6 ou 8. 6-8. Et si vraiment il y avait un lien avec le traitement hormonal, on aurait vu une petite inflexion, quelque chose quand même. Même pas. Et dans aucun pays, on a vu une inflexion, alors que partout, on a arrêté les traitements pendant de nombreuses années. Donc, il n'y a pas de lien vrai. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cancers du sein hormonodépendants et que quand vous prenez un traitement hormonal, on risque de voir peut-être arriver un peu plus tôt un cancer du sein parce que vous prendrez un peu d'œstrogène. Mais le traitement hormonal n'a jamais initié de cancer. Il faut bien savoir que quand un cancer est dépisté, si par exemple vous prenez un traitement et qu'un an après on trouve un cancer du sein, ce n'est pas le traitement hormonal parce qu'on sait que les cellules atypiques sont là depuis au moins 7 ans. Donc, arrêtons de faire ce lien. C'est compliqué hein, d'arrêter de faire ce lien parce qu'on n'entend que ça. Moi, je n'entends que ça. En consultation, j'ai des femmes qui viennent me voir et disent « Bon, je viens pour la ménopause, mais je ne veux pas de traitement, hein, je ne veux pas faire de cancer du sein. » Je dis « Madame, le cancer du sein, je le ferai peut-être, je suis traitée. Vous le ferez peut-être non traité. Parce que ce n'est pas le fait de prendre un traitement qui change quelque chose. Quand vous prenez un traitement, il faut peut-être être plus rigoureuse dans le suivi, mais normalement, toutes les femmes doivent être rigoureuses et doivent se faire un examen annuel avec une mammographie tous les 2 ans, voire un peu rapprochée, en fonction du type de sein qu'on a, en fonction de l'histoire familiale que l'on a. Mais ce n'est pas le lien traitement hormonal cancer du sein. Il ne faut pas. Il faut comprendre ça parce que c'est ce qui empêche toutes les femmes d'envisager un traitement efficace. Est-ce que tu peux rappeler dans quel cas, du coup, il y a une balance bénéfice-risque qui est plutôt en faveur d'un traitement hormonal? Et parler aussi de la périménopause, c'est une question qu'on a souvent. Alors, je ne sais pas, on va nous faire des coups. Vous voulez quoi là? Parce que qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Parce que mais qui rejoint, parce que finalement, on commence à parler de la ménopause, d'en parler. Moi, je me dis, vous êtes mes sauveuses, hein, parce que j'ai bien écouté et je me suis battue pour trouver des gynécos qui acceptent. C'est ça, vous avez dû vous battre. C'est ça qui était. Et je vous assure qu'on essaie de travailler à ça parce qu'on a cette génération de jeunes gynécologues ou de jeunes médecins qui a été nourrie à la WHI. C'est dangereux le traitement, donc si ça va, il ne faut pas traiter. Et donc, elle ne s'intéresse même pas à la symptomatologie parce qu'elle dit oh, ben non, si vous ne pouvez pas vous traiter, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas vrai. Pour certaines femmes, oui, mais c'est pas vrai, c'est pas global. Moi, je dis toujours que toutes les femmes sont très. Il faut que ce soit très individuel. C'est du cas par cas. Il y a vraiment cas par cas. C'est pour ça qu'il faut cette consultation spécifique pour que l'on puisse voir les facteurs de risque familiaux, les facteurs de risque personnels, l'altération éventuelle de votre qualité de vie, est-ce qu'elle est importante, pas importante, comment vous voulez vivre, quel risque vous acceptez de prendre ou pas prendre. Donc c'est important que ce soit vraiment du cas par cas. Et c'est vrai que beaucoup de médecins se disent après tout, si je ne les traite pas, c'est bien. Mais tout ça pour en venir, parce que finalement ces symptômes, donc je ne peux pas te
cas particulier, mais finalement, maintenant que je suis sauvée, c'était pire en péri. Oui, tout a démarré, et finalement, quand je suis passée, moi, l'essentiel de mes, à part les bouffées de chaleur, mais l'essentiel des symptômes gênants, c'était en péri. Moi, je dis toujours que c'est la période la plus difficile. C'est 4-5 ans. Oui, c'est 4-5 ans, et c'est vraiment une tranche de vie très difficile à vivre. Combien? 4-5 ans. Ça peut durer 4-5 ans. Mais pas tout le monde. Il y a des... Mais non, mais il y a des... Mais non, mais ça c'est global. C'est global. Vous avez des femmes qui n'ont pas de périménopause, qui vont très bien à la ménopause, et puis il y en a d'autres qui vont avoir vraiment des soucis très tôt et qui vont les garder. C'est très individuel. Vraiment, il ne faut pas se dire, oh là là, 4-5 ans, c'est foutu. Non, c'est pas sûr du tout. Cette périménopause, elle est très gênante parce que c'est une période où en fait, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire de temps en temps, les ovaires fonctionnent, mais ils ovulent mal. Donc on est en hyperœstrogénie parce qu'on manque de progestérone. Donc on a les seins tendus, on se sent lourd, on se sent irritable, excédé, on ne dort pas. Et puis après, l'ovaire va peut-être fonctionner correctement ainsi, donc ça va aller. Et puis tout à coup, on va se retrouver dans une période où l'ovaire ne va pas travailler du tout. On n'aura plus d'œstrogène du tout. Et là, on va se fatiguer. On va vraiment être dépressif, avoir des bouffées de chaleur, des sueurs la nuit, des douleurs articulaires. On va dire c'est comme si j'étais ménopausée, mais les règles reviennent. Donc c'est vraiment compliqué. Et c'est très compliqué. Et je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui parce que à mon époque, quand j'étais jeune gynécologue, beaucoup de femmes étaient sous pilule. Et la pilule œstroprogestative, elle gomme ça. Et donc elles gardaient leur pilule quand elles n'avaient pas de facteur de risque. Bien sûr, pas de facteur de risque vasculaire, c'est-à-dire qu'elles ne fument pas, elles ne sont pas en surpoids, elles ont une tension normale, elles ont un cholestérol normal et une glycémie normale. Quand tout ça, ça permet une pilule jusqu'à la fin, jusqu'à 5 ans. Mais des fois, les femmes... On va faire la différence entre deux pilules. Quand je vous dis qu'il y a des pilules qui réglaient le problème, et je vous parle de pilules que l'on peut donner à des femmes qui n'ont pas de risque cardiovasculaire, et sont des pilules avec des œstrogènes. Donc, les ovaires ne travaillent pas, mais elles ont une contraception avec des œstrogènes, elles n'ont pas de trouble. Par contre, si vous n'êtes pas sous pilule œstroprogestative ou que vous avez un des facteurs de risque que je vous ai donné, vous avez droit qu'à une pilule progestative. Et la pilule progestative, son seul but, c'est d'empêcher l'ovulation, mais il n'y a pas d'œstrogène. Donc vous avez tous les troubles quand même. Bien sûr. Donc c'est ça le problème. Alors, pour gérer la périménopause, c'est vrai que c'est compliqué, que pour les femmes pour lesquelles c'est vraiment un souci, on peut proposer un Mirena. Le Mirena, vous connaissez un peu, non? Le Mirena, c'est un stérilet qui contient un progestatif que l'on met au niveau de l'utérus, donc ça évite que l'endomètre ne s'épaississe et souvent ça crée une aménorrhée, mais ça permet, dans la période de périménopause, quand on a des bouffées de chaleur et tout ça, de pouvoir utiliser un peu de gel d'œstradiol. Parce que c'est variable. Donc pendant 3 mois, vous avez une bouffée de chaleur, vous mettez du gel, tout à coup vous dites « Ouh là là, j'ai mal au sein, je sens que ça travaille, j'arrête mon gel ». Et ça, c'est une manière de gérer la période périménopausique quand on ne peut pas avoir une pilule œstroprogestative. Et puis sinon, la périménopause, on a une contraception progestative et on vous propose d'utiliser des compléments alimentaires ou de la progestérone, parce que la progestérone a montré une efficacité sur le sommeil et sur les bouffées de chaleur à 300 mg, sans œstrogène. Parce qu'on ne peut pas commencer des œstrogènes sans que vos ovaires aient terminé de fonctionner. Alors ça nous arrive. Hein. Normalement, on dit la ménopause, c'est quand ça fait 1 an qu'il n'y a plus de règles. Quand ça fait déjà 6 mois que vous n'avez plus de règles, 6-9 mois, et que vous avez vraiment tous les trous, moi, ça m'arrive de commencer le traitement. J'explique à cette patiente que bien sûr, je ne suis pas sûre que la ménopause soit là, que peut-être il va encore y avoir un réveil ovarien, que peut-être elle va ressentir de nouveau une tension mammaire alors qu'elle était bien avec son traitement, et peut-être des saignements, et que si c'est le cas, ça veut dire j'ai des ovaires qui travaillent, j'ai un taux hormonal suffisant, j'arrête mon traitement, et j'attends de voir quand ça réapparaîtra. Ça peut arriver qu'on le fasse un petit peu avant. Mais normalement, le dogme, si vous regardez les recommandations pour la pratique clinique, c'est 1 an. Mais bon, on peut commencer. Alors, on peut commencer. On peut s'arranger. Je crois que toutes les... Moi, vous savez, les recommandations pour la pratique clinique, c'est pour surprotéger.
Hein, c'est comme la haute autorité de santé qui enlève plein de produits en disant ça c'est dangereux, ça c'est dangereux. Moi je pense que les femmes, il ne faut pas les surprotéger, il faut leur expliquer. Les femmes sont capables de comprendre quand on donne un traitement hormonal et qu'on dit bah, écoutez, on n'est pas sûr que ce soit vraiment terminé, vos ovaires peuvent peut-être encore retravailler. Si vous sentez, les femmes elles s'observent, elles savent. Moi je suis désolée, même avec un Mirena, parce qu'il y a des femmes qui me disent j'ai un Mirena, je ne vais jamais savoir si je suis ménopausée ou pas. Moi aussi. C'est pas la ménorrhée qui dit si vous êtes ménopausée ou pas. Les femmes sentent très vite. Elles n'ont plus du tout de tension mammaire. Elles sentent bien qu'il n'y a pas de cyclicité. Elles sentent qu'au niveau local vulvo-vaginal, il y a moins d'hydratation, moins de glaire. Elles le savent. Donc les femmes savent. C'est pas que l'absence de règles. Donc je pense que quand on explique, les femmes sont capables de gérer ça, cette tranche de vie un petit peu compliquée. Mais c'est vrai que c'est le plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce sujet-là? Moi, un petit peu, comment on peut être accompagné? Parce qu'on va voir son gynécologue tous les ans. Ok, bouffée de chaleur, pas bien, des hauts, des bas, une extrême fatigue, le ventre qui gonfle, le petit cœur disparaît. Enfin, tous ces symptômes. Moi, j'ai été bien accompagnée par un gynécologue masculin. Mais après, voilà, il m'a donné, et puis c'est tout. Il m'a donné quoi? Il m'a donné les informations, il m'a dit, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est normal, c'est l'âge, il n'y a pas de souci, je vous donne le traitement. Vous allez tester la crème, donc c'est Le gel. Le gel. Ouais. Je suis toujours avec un stérilet Mirena, enfin, je suis le cas là. Il m'a donné les informations, mais c'est tout. Je lui ai dit, mais je vais pas bien. Le coup du brouillard, je ne savais pas que ça existait. Je suis grâce à C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour que vous sachiez. Mais voilà, c'est ça. Je me dis, c'est pas normal. Voilà. Et le gynéco ne me l'a pas expliqué. Il a été très englobant, très gentil. Mais ok, il a donné et on se revoit. Et c'est pour ça que... Comment on peut faire? Là, par nous-mêmes, en tant que femme, on a trouvé... Enfin, moi, j'ai trouvé l'appli parce que j'ai été chercher. Je suis dans un bureau, j'ai 7 femmes. Non, mais ça va, c'est rien, ça va. Et oui, mais plus, ça, c'est la faute des... Moi, je dis que c'est la faute des des femmes. femmes. Je dis que c'est la faute des professionnels. Oui. Ouais. Et des femmes. Mais des femmes. Bien Des sûr. femmes. Parce que les femmes n'en parlent pas. Parce que les femmes n'expriment pas tout ce qu'elles ressentent. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail d'information. Parce que, bon, quand vous êtes ménopausée, elles sont capables de dire, bon, si j'ai des douleurs, encore que les douleurs articulaires, il y a peu de femmes qui savent que c'est par manque hormonal. Hein. Elles se disent, hein? Il y a peu de professionnels. Ouais, c'est ça. Je fais les inflations, là, Ouais, c'est ça. là, Ouais, là. ouais. Ah, mais là, c'était la périménopause. Ouais. Donc, il y a plein de troubles qu'elles ne rattachent pas au déséquilibre hormonal parce qu'en fait, elles ont encore des règles. Donc, elles se disent, ah ben non, si j'ai des troubles de concentration, si je suis déprimée, c'est pas la ménopause, je suis réglée. Et puis on ne sait pas en fait. Donc, il faut vraiment... C'est ça, voilà, c'est exactement C'est ça. On ne sait pas, et quand on va en parler, comme on pense aux mamans, aux grands-mères, ça va un petit peu. La génération de nos mamans... Non mais c'est bon, moi j'ai pris pendant 30 ans les oestrogènes, tout va bien. Et là, quand on en parle aux collègues qui ont entre 35 ans et 60 ans, et celles de 60 ans disent non, mais ça va, c'est rien, tout va bien. Ben, c'est bon, c'est que des bouffées de chaleur. Oui, mais... Non, je suis Mais en c'est train pas de que des bouffées de dégouliner. chaleur. Vous savez, moi, je vois encore quand je vous le dis, cette dame qui rentre dans le bureau puis qui me dit, bah, écoutez, j'ai des bouffées de chaleur, ça fait 3 ans. Je dis, ça fait 3 ans. Je dis, vous êtes suivi ce soir? Oui, je vois mon gynéco. Je dis, vous le voyez? Oui, tous les ans. Et je dis, alors elle me dit, bah, écoutez, il y a 3 ans, j'ai commencé à me dire, j'avais des bouffées de chaleur, tout ça. Puis il m'a dit, bah, vous les supportez? Et alors je dis, vous avez rien dit? Ah non, il m'a dit, vous les supportez. Alors, et je dis, mais là, vous l'avez revu, tous les ans. Oui, mais il m'a dit que je devais les supporter. Donc je ne lui en ai pas parlé. Donc c'est pour ça, je pense que ça doit venir des femmes. Les femmes doivent s'exprimer, elles doivent oser dire ce qu'elles ressentent, elles doivent chercher des solutions. Il ne faut pas que ce soit que les professionnels, parce que les professionnels, d'autant qu'ils sont un petit peu submergés par leur patientèle, plus ça va vite, mieux c'est. Donc il faut les interpeller. C'est pour ça que je réponds à tous les journalistes, les articles, tout ça, parce que je me dis, elles lisent, elles vont voir le gynéco en disant, j'ai lu ça quand même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc il faut que ça vienne des femmes aussi. Il faut que nous, on travaille pour former nos jeunes médecins qui sont peut-être un tout petit peu insuffisants, c'est vrai,
Mais je crois que ça doit venir de vous aussi. J'ai une question. En fait, quels sont les symptômes qui sont réglés par le traitement hormonal? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein qu'on ne met pas dedans. On parle toujours de la même chose, des bouffées de chaleur, des sécheresses vaginales. Et après, tous les autres qui sont présentés dans Omena, on ne savait pas trop. Et en fait, qu'est-ce que le traitement hormonal soigne vraiment? En tout cas, qu'est-ce qu'il permet de régler? Le traitement hormonal, il vous remet dans un minimum d'imprégnation œstrogénique. C'est-à-dire que quand vous êtes ménopausé, si vous faites des taux hormonaux, il ne faut surtout pas les faire, ça ne sert strictement à rien, vous avez moins de 20 picogrammes d'œstradiol. Quand on vous donne un petit peu de gel, une ou deux pressions, vous allez vous retrouver à 60-80 picogrammes, c'est-à-dire comme si vous étiez en première semaine de cycle. Donc vous retrouvez une imprégnation hormonale au niveau de tous les tissus, tous les organes. Il n'y a pas besoin d'être surdosé, on n'a pas besoin de mettre des doses importantes. Et donc vous allez, au niveau de tous les tissus, tous les organes, retrouver un minimum d'œstrogénisation. Et donc par exemple au niveau du centre de la thermorégulation, qui est responsable des bouffées de chaleur, voire des troubles de concentration et des troubles dépressifs, c'est l'hypoœstrogénie qui est responsable de ça. Donc dès que vous redonnez des œstrogènes, vous avez moins de bouffées de chaleur, moins de troubles de concentration et moins de troubles dépressifs. Et ça, c'est important. La dépression, c'est important. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que quand elles ont fait... Alors, il y a des femmes qui ont fait un postpartum blues marqué, déprime vraiment après un accouchement. Il y a des femmes qui ont toujours le syndrome prémenstruel très marqué. Ces femmes-là, ça veut dire que tous les déséquilibres hormonaux sur le plan cérébral, ça va être responsable d'un problème. Et dans la périménopause, il y a beaucoup de femmes qui voient leur médecin. Le médecin dit, vous êtes en train de déprimer, je vais vous donner un antidépresseur, vous mettre en arrêt de travail. Ben non, non, parce que si on donnait un traitement hormonal, ces femmes n'auraient pas besoin d'antidépresseur, elles ne seraient pas en arrêt de travail. Donc c'est important ça aussi de savoir ça. Après, un des signes très marqués et qui est apparu surtout après la WHI, c'est les douleurs articulaires. On donnait beaucoup de traitements hormonaux pour les bouffées de chaleur, la sécheresse, tout ça. On ne pensait pas trop aux douleurs articulaires. C'est vrai, moi je me souviens, je ne disais pas aux femmes, vous avez mal, vous avez des douleurs. Et en fait, les premières femmes qui sont revenues nous voir en disant, bon écoutez, ça va bien, hein, moi je veux mon traitement, donc vous allez me le donner, parce que moi je sais que quand j'ai un traitement, je n'ai pas ces douleurs de dérouillage, je ne suis plus la même, j'ai besoin de mon traitement. Et même les rhumatos n'en parlaient pas. Il n'y a pas d'études qui ont été faites par les rhumatos sur les arthroses et les douleurs du fait de l'hypoœstrogénie. Vous pouvez chercher, il n'y a pas. Mais en tout cas, dans les faits, il est évident que des femmes qui ont des douleurs multiples articulaires, quand elles sont sous traitement, elles le voient disparaître. Donc ça c'est des choses évidentes. Est-ce que vous pensez à un symptôme en particulier quand vous posez cette question? Par exemple, l'extrême fatigue. Ben, la fatigue, c'est ça. Vous avez des troubles du sommeil. Vous avez des troubles du sommeil. Alors, pas toujours du fait des sueurs nocturnes, parce qu'il y a des femmes qui disent, bah oui, de toute façon, je me lève, je suis trempée, donc elles se lèvent 3 fois par nuit. Mais il y a des troubles du sommeil du fait de l'hypoœstrogénie, même sans sueur nocturne. Donc, le sommeil, il n'est pas réparateur. Okay. Ensuite, il y a le petit côté déprime. Donc, la fatigue qui n'est pas liée à des problèmes de sommeil. Le premier signe d'une déprime, c'est une fatigue, cette envie de ne pas vouloir aller de l'avant, de se dire je me traîne, j'y arrive plus. C'est ça. C'est plus de l'ordre de la déprime. Ah bon, d'accord. Et quelqu'un qui a souvent des problèmes de tendinite ou des problèmes... voilà. Ben oui, mais je vous dis, il y a des... C'est la même chose que les problèmes articulaires. Le corps des femmes a des récepteurs aux œstrogènes dans tous les tissus, tous les organes. Et donc le manque en œstrogène, pour certaines femmes, pas pour toutes, ça va être responsable de symptômes qui vont disparaître sous traitement. Ça peut être ça, mais ça peut ne pas être ça en fait. Oui, ça peut être ça, mais ça peut ne pas être ça. D'accord. Bien sûr. Parce qu'il y a d'autres pathologies articulaires qui peuvent arriver. Vous pouvez très bien installer une polyarthrite rhumatoïde. À ce moment-là, il y a d'autres pathologies qui sont responsables de douleurs. Mais moi, je peux vous dire que la plupart des femmes que j'ai vues arriver avec des douleurs articulaires, le traitement hormonal a réglé le problème. Et si le traitement hormonal ne règle pas le problème, on va chez le rhumato. Alors on dit, bon, là on va faire un bilan plus complet parce que ça ne fonctionne pas. Ou est-ce que ça peut être que le dosage est insuffisant? Il ne faut pas un dosage élevé pour des douleurs articulaires.
Moi j'ai été étonnée parce que j'ai des copines qui ont des dosages qui sont le double du mien. Mais chacun trouve sa dose. C'est ça qui est compliqué. C'est que, non, c'est pour ça que c'est mieux d'utiliser du gel que des comprimés. Dans les comprimés, vous avez un dosage. Et donc, si ce n'est pas le vôtre, vous serez ou pas insuffisamment traité ou trop traité avec des douleurs mammaires. Donc, en fait, le gel, il faut que vous trouviez votre dose. On n'a pas toute la même façon d'appuyer sur le gel. On n'a pas les mêmes doses. On n'a pas les mêmes peaux. On n'a pas la pénétration qui est la même. Donc, moi, je dis toujours aux femmes, c'est vous qui allez trouver votre dose. Il y a des femmes qui disent, mais moi, avec une pression, je vais très bien. Il y a d'autres qui disent, écoutez, moi, il faut que j'en mette 3. Si j'en mets pas 3, ça ne sert à rien. Donc, c'est très variable. En fait, on trouve sa dose si on est efficace, c'est-à-dire qu'on voit disparaître nos symptômes, et si on n'a pas de tension mammaire. Dès qu'on a une tension mammaire, ça veut dire qu'on a une réceptivité aux œstrogènes, il faut diminuer la dose. Donc, il n'y a pas besoin... Alors, les femmes qui disent, mais faites-moi une prise de sang, ça ne sert à rien, la prise de sang, non plus. C'est vraiment... Parce que ça ne sert à rien, parce que le gel, vous le mettez à une certaine heure, quand votre dosage ne va pas être le même... avant de prendre une... Ça ne sert strictement à rien, pourquoi vous voulez faire une prise de sang? Parce que pour vérifier, il est à 0. Votre taux, si vous êtes ménopausé... Et si on est en périménopause, pour savoir si on est plutôt proche de la fin... Mais non, vous n'avez pas compris la périménopause. Je reviens. Le nombre de femmes... Non, mais le nombre de femmes qui vont voir le médecin traitant, qui racontent un petit peu ce qui se passe. Vous n'êtes pas réglable, je vous allez faire le dosage hormonal. Donc elles font le dosage hormonal. Elles ont une FSH, une LH, les hormones hypophysaires qui stimulent les ovaires, au zénith. Un oestradiol ras des pâquerettes. Vous êtes ménopausée, madame. Et elle revient 3 mois après, j'ai des règles, ça doit être un cancer. Enfin, elle ne dit pas j'ai des règles, elle dit je saigne, ça doit être un cancer, c'est pas normal, je suis ménopausée. Elle n'est pas ménopausée. Donc les dosages hormonaux varient en fonction de la fonction ovarienne. Donc vous pouvez faire 3-4 fois des dosages hormonaux qui vont être différents tout le temps. C'est pour ça que quand on dit que le diagnostic de ménopause, il est postérieur à l'installation de la ménopause, on attend 1 an. On dit que vous êtes ménopausé que quand ça fait 1 an que ça ne fonctionne plus. Parce qu'on sait qu'avant, ça peut dysfonctionner sur plusieurs mois. Il y avait une question sur au bout de combien de temps on sait qu'il est efficace. Voilà, en fait. Quand on le teste, on va voir le gynécologue, alors on teste une dose. Moi, je ne suis pas encore passée à la dose, il m'a dit ok, peut-être. Bah, non, il y a toujours les bouffées de chaleur. Et bien, c'est que vous n'avez pas votre dose. C'est ça. Non, mais est-ce que... Moi, je me suis dit, allez, je persiste, je suis forte, 15 jours, 3 semaines. Non, c'est pas une question d'être forte. C'est rapide. Ah ouais, alors. Moi, j'ai des femmes qui, au bout de 15 jours, m'appellent en disant c'est super. Ça change le truc. Moi, je dis toujours qu'il faut attendre 3 mois, mais je pense que c'est avançant. D'accord, je vais passer à 2. Et alors moi j'ai une question parce que du coup ce qui me fait peur c'est que quand on prend ce traitement, pour celles qui en ont besoin, on en avait vraiment besoin, c'est magique, mais quand on va l'enlever... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes sont majeurs en péri et post-ménopause immédiate. Je vous ai dit, alors les études qu'on a faites nous en France, c'est que 87% des femmes ont au moins un symptôme. D'accord? Donc c'est vraiment presque tout le monde. Mais ça ne va peut-être pas durer. Alors pour ce qui est des bouffées de chaleur, vous avez l'impression que les bouffées de chaleur, ça dure combien de temps vous diriez quoi? Je suis à 5 ans. Moi j'ai beaucoup entendu des médecins dire oh, ça va passer 1 an ou 2 ans. La moyenne, moi je suis à 5 ans. La moyenne c'est 7 ans et demi. Ça va. Et là ça commence à passer. Ça va, ça dure 10 ans. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que pour celles qui en ont beaucoup en périménopause, ça va être plus long. C'est comme ça qu'elle doit se traiter. C'est pour ça qu'elle doit absolument se traiter. Est-ce que sous Zénantone, je vais prendre un traitement? Non, si vous êtes sous Zénantone, c'est qu'on ne veut pas que vos ovaires fonctionnent. Pourquoi on vous a mis de l'énantone? Il y a des hémorragies. Ben oui, mais si on met de l'énantone, c'est pour justement qu'il n'y ait pas d'œstrogène. Donc on peut vous donner une adbacthérapie quand même. Ils ne vous ont pas proposé d'adbacthérapie. Mais quoi? Alors, l'énantone, c'est quelque chose qui bloque le fonctionnement ovarien. Complètement. On crée une ménopause artificielle. Hein, c'est vraiment... vous avez tous les signes et puis c'est rapide.
C'est-à-dire que d'un jour après l'injection... J'avais tous les symptômes avant. Hein. Ah bah, déjà. Depuis longtemps. Donc bon, ça veut dire qu'on essaie de maîtriser le fibrome et l'héménorragie en diminuant le taux d'œstrogène. Et donc c'est vrai que pour certaines femmes, quand on doit le faire longtemps, on leur donne un petit peu d'œstrogène quand même et un petit peu de progestérone. Vous en avez pas donné? Rien. Bah, faut demander. Il faut dire, écoutez, d'accord, mais est-ce qu'on peut essayer quand même une petite ADVAC-thérapie? ADVAC, il n'y a pas de contre-indication, en tout cas. Je ne connais pas votre cas, donc je ne sais pas. Oui. Mais, en tout cas, à l'énantone, je veux dire. De contre-indication. Non, c'est fréquent qu'on mette une ADVAC-thérapie quand on met de l'énantone. Dans l'endométriose, par exemple, si on veut bloquer et qu'on veut le faire longtemps, on donne une ADVAC-thérapie. Parce que c'est pas bon non plus de créer une ménopause. Enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous n'êtes pas loin de votre ménopause, tandis qu'il y a des femmes qui ont des traitements pour une dénantone quand elles ont 25 ou 30 ans. Donc on leur donne des oestrogènes à ce moment-là. C'est pas bon de les mettre en hypoœstrogénie trop longtemps. Donc ça existe, la ADVAC-thérapie. Donc je vais demander. Vous leur demandez. Je vais exiger. Niveau gestion du temps, je propose que je pose une dernière question à Brigitte et après on fera apéro et tout le monde pourra poser ses questions. Alors qu'est-ce qui se passe quand on arrête le traitement? Ah oui, parce que c'est pour recommencer. Je disais que c'est très variable d'une femme à l'autre, que ça s'amenuise avec le temps. Au début, vous avez 3 femmes sur 4 qui ont des bouffées de chaleur. 5 ans après, vous en avez 2 sur 4. 10 ans après, vous en avez 2 sur 10. Donc de toute façon, ça s'estompe. D'accord. Mais pas pour tout le monde. Et donc, en fait, on réévalue de façon annuelle. La balance bénéfice-risque de façon annuelle, c'est pourquoi je prends le traitement et est-ce que le fait de continuer le traitement dans mon cas à moi, c'est pas une mauvaise chose. Donc c'est une balance bénéfice-risque qui est analysée. C'était pas non plus jusqu'à vie, quoi. Oh bah ça dépend. D'accord. Les gynécologues médicaux de ma génération. Quand on était, j'étais présidente en 2010, on a fait un petit courrier à tous les gynécologues médicaux. Ils étaient 2000, hein. Bon, il n'y avait pas Internet et tout ça, donc on l'a fait papier. On a envoyé courrier à tous les papiers avec un petit interrogatoire et on leur demandait, puisque la génération, on était tous ménopausés déjà en 2010, hein, pour ainsi dire. Donc on demandait, bon, si vous êtes ménopausé, est-ce que vous vous traitez? Si c'était un homme, votre partenaire, est-ce qu'elle est ménopausée? Est-ce que vous la traitez? Et si vous vous traitez, vous envisagez de vous traiter combien de temps? Ça, c'était 2010, on était 8 ans après la WHI. Moi, je voulais savoir un petit peu ce que les gynécologues pensaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur cabinet et qu'est-ce qu'ils faisaient pour elles, surtout. Et donc, on a eu 800 réponses écrites, ce qui est pas mal. Je trouve que c'est un bon très bon taux. Alors, 800 réponses écrites. Alors, vous allez me dire le pourcentage de gynécos qui se traitaient. 100%. Mais non, mais même les hommes, est-ce qu'ils traitaient leurs femmes? Donc, c'était 100%. Ouais, c'est non. Je vous ai dit que c'était pas tout. 80. Et quand je demandais combien de temps vous envisagez de vous traiter, est-ce que vous allez vous traiter plus de 10 ans? Le pourcentage de gynécos qui ont dit oui, moi je vais me traiter plus de 10 ans, 63%. Donc vous voyez qu'il y a un gap entre les gynécologues de ma génération qui se traitent, qui sont persuadés que c'est très bon et qui font de l'information et qui disent mais ça va pas du tout, et les professionnels d'aujourd'hui qui ne se traitent pas. Et qui ne se traitent pas, elles ne sont pas encore ménopausées. Alors du coup, qu'est-ce qui fait qu'on arrête le traitement? La seule raison que je vous ai donnée, c'était éventuellement le cancer du sein hormonodépendant. On sait que, alors c'est compliqué, on sait que les cancers hormonodépendants dépendent de la fenêtre d'œstrogénisation. C'est-à-dire que c'est des risques standards, c'est pas de l'individuel. Quand vous êtes réglé la première fois à 10 ans, par rapport à votre voisine qui est réglée à 15 ans, ou vous avez une ménopause à 50 et l'autre a sa ménopause à 55 ans, la fenêtre d'œstrogénisation est plus longue pour celles qui ont été réglées plus tôt et ménopausées plus tard. Et on a une petite différence du risque de cancer hormonodépendant en fonction de la fenêtre d'œstrogénisation. Alors cette fenêtre d'œstrogénisation, ce n'est pas la même chose que d'avoir un traitement hormonal, puisque le traitement hormonal, je vous ai dit, c'est des petites doses qu'on donne, qu'on poursuit.
Mais c'est quand même de l'œstrogénisation. Alors que avoir des premières règles à 10 ans, ça veut dire avoir des cycles peut-être irréguliers et puis pas un bon équilibre hormonal. Même chose entre 50 et 55 ans, c'est pas du tout pareil. Mais c'est quand même une fenêtre d'œstrogénisation. Donc on se dit que la fenêtre d'œstrogénisation, si on l'augmente, on a peut-être une petite augmentation du risque de cancer hormonodépendant. Mais je vous rappelle, ça je vous le dis parce que je ne l'ai pas dit encore, les cancers du sein, il y a des cancers du sein hormonodépendants et des cancers du sein non hormonodépendants. Et moi je dis toujours, je ne traiterais plus peut-être si je savais que les cancers du sein hormonodépendants sont plus agressifs que les cancers non hormonodépendants. À ce moment-là, je me dirais, peut-être me calmer, je vais peut-être arrêter. Mais non, les études prouvent que les cancers hormonodépendants sont moins agressifs, alors on les guérit mieux en 1 mois. Donc les cancers hormonodépendants, s'ils arrivent, ce ne sont pas les pires, au contraire. Et de toute façon, je vous ai dit aussi, je pense, qu'on n'a jamais prouvé qu'un cancer était initié par un traitement. Jamais. Il peut faire la promotion de cellules atypiques parce qu'il y a un petit peu d'œstrogène, mais ça ne crée pas le cancer. Donc après, chacun doit voir individuellement. Parce que ça change tout quand même, hein. La peau... Alors, non, c'est pas l'indication. L'indication n'est pas l'esthétique. L'indication n'est pas l'esthétique. Mais quand je dis la peau, c'est un confort. Mais on est d'accord. Je ne parle pas d'une esthétique, je parle d'un bien-être, de se dire, voilà. tiens, je suis pas en train c'est de pour me ça que moi, quand tirailler. j'interviens, je dis toujours, je veux que chaque femme puisse apprécier sa qualité de vie. Après, la qualité de vie fait aussi qu'on est détendu. Non, mais je veux dire, c'est chaque femme qui doit savoir ce qui est important pour elle. Il y a une femme qui dira, ben non, moi, ce tout petit risque que vous m'avez présenté, ben je le trouve, je ne peux pas le faire, c'est tout, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui diront, mais moi, je n'ai rien à faire. Moi, j'ai tous les risques. Non, mais tous les ans, je vois des femmes, moi, que je renouvelle, j'ai des femmes qui ont 75 ans, toujours sous traitement, 78. Non, mais elle ne veut pas arrêter, la dame. Bon, et je lui répète tous les ans la même chose. Tous les ans. Alors, elle me dit, bon, docteur Le Temps, ça va. Vous n'allez pas me le dire cette année. Je sais, je sais. J'aimerais bien que vous me donniez comme vous mon traitement. Si vous avez bien tout. Oui, j'ai tout entendu, tout va bien. Donc chacun décide de ce qu'il veut vivre ou pas vivre. Il y a des femmes qui préfèrent avoir des bouffées de chaleur et surtout pas prendre ce truc. Bon. Chacun décide. Mais ce qui est important, c'est que toutes les femmes sachent les risques, les symptômes, les risques. Alors, on n'a pas parlé des risques qu'on prend ou qu'on ne prend pas, on n'a pas parlé de l'os. Je crois que l'os, c'est important. On n'a pas tous le même capital osseux. Ce capital osseux, il est quand même essentiellement génétique. Donc tout dépend du risque éventuel d'ostéoporose fracture chez votre maman. Si vous avez une maman qui a fait de l'ostéoporose fracturaire, vous avez sans doute un risque supérieur à la voisine. Donc avant de dire je ne me traite pas, il faut faire une densitométrie minérale osseuse. Et c'est la densitométrie qui nous dira si vraiment vous avez intérêt à vous traiter quand même. Parce qu'il ne faut pas penser que les fractures, c'est pas grave. Il y a une femme sur 6 qui décède après fracture du col du fémur. Et c'est loin de ne pas être grave. Toutes ces femmes que vous voyez pliées là dans la rue, c'est des fractures de vertèbres. Et je vous rappelle que notre espérance de vie, c'est 86 ans. Et que les fractures commencent à partir de 70 ans. Et que moi, je pense que vivre 86 ans, ok, mais pas comme ça. Hein? Donc c'est important de s'occuper de l'os. Il ne faut pas se dire l'os, je ne m'en occupe pas, il faut vraiment vérifier. Si vous avez un capital osseux parfait, c'est parfait, il ne faut rien changer. Mais ce qui est important aussi, c'est de connaître qu'au niveau de l'os, il y a l'hygiène de vie, donc on n'en a pas encore parlé, mais l'activité physique, surtout sur vos pieds, ça c'est très important. Bien sûr qu'il ne faut pas fumer, mais ça, le tabac, c'est mauvais pour tout, hein, donc évidemment pour l'os. Et puis il faut avoir un apport calcique suffisant. L'apport calcique suffisant, parce qu'il y a plein de femmes qui ne veulent plus prendre de lait, de laitage, je ne sais pas pourquoi, mais comme ça. Donc il faut que vous ayez 3 produits laitiers par jour. Si vous ne prenez pas 3 produits laitiers par jour, il faut que vous alliez sur le questionnaire calcique GRIO, G-R-I-O, vous trouvez ça sur le net. Cochez les petites cases et vous voyez si vous avez suffisamment de calcium. Parce que c'est le minimum nécessaire. Le calcium et la vitamine D, ça ne traite pas une ostéoporose, mais c'est le minimum nécessaire pour ne pas faire d'ostéoporose. Oui, tu voulais me faire parler, je sais plus quoi. Ouais, de syndrome génito-urinaire de ménopause. Est-ce que le traitement hormonal permet de traiter ou est-ce qu'il y a un autre traitement? Alors,
Le syndrome génito-urinaire de la ménopause, on l'appelle comme ça maintenant. Avant, on parlait surtout d'atrophie vulvo-vaginale, c'est-à-dire au niveau du vagin, au niveau de la vulve, des petites lèvres qui deviennent beaucoup plus fines. Au niveau du vagin, un rétrécissement à l'entrée du vagin, une muqueuse vaginale très pâle, plus de sécrétion du tout, et donc des difficultés lors des rapports sexuels. On sait que dans cette sphère génitale, au niveau vulvaire, vaginal, il y a énormément de récepteurs œstrogéniques, et au niveau de l'urètre et de la vessie aussi. Donc c'est pour ça qu'on parle de syndrome génito-urinaire de la ménopause, parce que toutes les difficultés urinaires, les cystites à urine claire, l'envie d'uriner fréquente, les problèmes de continence, sont aggravés par le manque en œstrogène. Donc il faut traiter ce syndrome génito-urinaire de la ménopause, bien sûr, pour améliorer la sexualité, évidemment, c'est très simple à faire, et surtout pour éviter le déséquilibre de la flore et les petits problèmes urinaires qui peuvent être vraiment très gênants. Et ça ne nécessite pas un traitement hormonal de ménopause. Pour traiter une symptomatologie de ce type, qui touche une femme sur deux, c'est pas rare, c'est une femme sur deux, et c'est assez tôt en début de ménopause. Il faut utiliser soit des hydratants, l'acide hyaluronique par exemple, il y a plein de présentations d'acide hyaluronique que vous pouvez trouver en pharmacie, en parapharmacie. Ça peut suffire, mais ce sont des hydratants, donc pour que ce soit efficace, il faut vraiment l'utiliser régulièrement, hein, c'est pas une fois de temps en temps. Et si vous voulez vraiment être efficace, il faut utiliser des œstrogènes locaux, qui existent en gel, en anneau, en ovule, et qu'il faut donc utiliser au moins 2 fois par semaine. Le problème des œstrogènes locaux, c'est que ça nécessite une prescription médicale aujourd'hui en France. Parce que vous avez les mêmes contre-indications que les contre-indications du traitement hormonal, alors que ces œstrogènes locaux n'ont jamais été responsables ni de problèmes cardiovasculaires, ni de cancer. Donc il y a une montée au créneau de toutes les sociétés internationales de ménopause, on monte tous au créneau pour que l'industrie pharmaceutique et les hautes autorités de santé arrêtent de mettre ces contre-indications, parce que ce n'est pas adapté. En Angleterre, ils ont mis sur le marché un comprimé d'oestradiol vaginal, GINA, en marché libre, sans prescription médicale. Donc n'hésitez pas à utiliser les traitements locaux, parce que cette atrophie vulvo-vaginale ne va pas s'améliorer avec le temps. Et c'est quelque chose qu'il faut utiliser. C'est comme on met une crème sur le visage. Quoi. Je veux dire, le visage, vous n'allez pas pendant des années ne rien mettre. Vous allez avoir une peau qui va devenir sèche. Vous allez la nourrir. La muqueuse vulvaire vaginale a besoin d'être nourrie aussi. Pareil. Et avant, ce n'était pas nécessaire parce qu'il y avait des œstrogènes. Et quand il n'y a plus d'œstrogènes, elle en souffre. Je propose qu'on prenne l'apéro maintenant. Vous avez des questions peut-être? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez redonner l'adresse de votre site internet? Vous avez parlé de GEMVI, www.gemvi.org. Griot aussi. Le Griot, tu mets questionnaire calcique Griot, ça tombe dessus. Ouais, j'ai Rio. Ça c'est pour tester son apport calcium. Bon, on va voir maintenant. Merci. Merci à vous d'être venus surtout. Et puis surtout faites de l'information autour de vous. Parce que tout à l'heure, ça m'a étonné quand vous m'avez dit, dans le milieu du travail, on en parle. Moi, je ne vois que des femmes qui n'en parlent pas. Et qui me disent même entre copines, on n'en parle pas. Quand je demande à une femme, est-ce que vous pouvez me dire l'âge de ménopause de votre mère? 1 sur 10. 1 sur 10. Elle me dit, on ne parle pas de ça. Vous voyez le ça. Ça me gêne ça. La ménopause, alors, on n'a pas dit, je vais terminer là-dessus. La génération des, justement, je veux dire, des années 50, qui est la génération de ma mère, c'est tabou. En fait, elles ont vécu leur ménopause, surtout si elles ont eu des filles un peu jeunes, comme je suis au rebut. Le fait. Mais on le vit comme ça. Je suis désolée. Non. À quel âge as-tu été ménopausée? Très tard. Mais non, mais j'aimerais bien être d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. On en est encore là aujourd'hui. C'est ça qui ne va pas. Il faut qu'on soit fiers d'avoir 50 ans. Il faut qu'on aille chercher des solutions. Parce que c'est une période de vie où justement on peut changer des choses. Il ne faut pas qu'on se fasse dégrader sur le plan de la qualité de vie par des symptômes pour lesquels il y a des solutions. Absolument. Donc ce sont les femmes qui doivent aller chercher ça. Et si elles ne trouvent pas le professionnel, elles changent. Mais
qu'elles y aillent. Et il faut donc en parler autour de soi. Il faut arrêter de laisser penser aux femmes qu'il ne faut surtout pas chercher un traitement hormonal parce que je vais faire un cancer du sein. Oui, on va peut-être faire un cancer du sein. Ben oui, parce que ça touche une femme sur 8. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas le lien avec le traitement. Et si je peux avoir un traitement pour aller bien pendant 3-4 ans, je ne sais pas moi, si c'est simplement pour les symptômes en général c'est quelques années. Si vous le faites pour l'os, pour le cardiovasculaire, tout ça, vous allez le faire plus longtemps. Mais il faut quand même que chaque femme puisse avoir accès à quelque chose d'efficace. Après, bon, il y a bien sûr toutes les alternatives, là, les compléments alimentaires. Ils n'ont pas prouvé scientifiquement qu'ils étaient efficaces, mais il y a quand même 40% des femmes qui disent « Écoutez, moi je prends ça, ça a l'air d'aller. Ben, pourquoi pas ?» Après, il y a toute l'hypnose, il y a le yoga, il y a le fait de faire du sport, évidemment. La nutrition, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention à ce qu'on a peut-être mal mis dans notre alimentation. C'est vrai qu'on est à 50 ans très occupé, on se donne moins de temps, on va chercher des produits préparés, on se dit pas je vais aller au marché, je vais préparer mon potage moi-même, parce que tout ça c'est important. Et il faut vraiment s'intéresser à son hygiène de vie, c'est le moment où jamais. C'est le moment où jamais. Il ne faut pas attendre 10 ans pour le faire. Il faut le faire, et moi je ne dis pas à 50, je dis à 45 ans. À 45 ans, il faut faire le point. Est-ce que je m'occupe de moi? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je prends du temps pour... Non, vous allez me dire non. Ben si, il faut trouver une solution. Et donc, s'il y a encore les enfants, tout ça, ben, il faut trouver des solutions. Il faut que le mari s'en occupe pour partie. Lui, il va faire du sport, lui, il va courir, il va faire son jogging. Et vous êtes là. Non, ben non, c'est lui qui va rester et c'est moi qui vais faire le jogging. Mais il faut être capable de dire, écoute, moi j'en ai besoin. Toi, tu n'as pas d'andropause. Hein. Il n'y a pas d'andropause, ça n'existe pas. Moi, j'ai la ménopause. Moi, je dois m'adapter à quelque chose de nouveau. Et c'est important. Donc, si tu veux qu'on aille bien, il faut que j'aille bien. Donc, il faut s'occuper de soi. Et c'est le moment où il faut chercher des solutions. Et c'est pour ça que je suis très contente de travailler avec Omena, parce qu'Omena vous donne de l'accompagnement, des solutions que nous, en consultation, on va vous proposer, mais on ne va pas vous coacher. Elles sont là pour vous aider, vous coacher. Voilà, donc on est complémentaires.